Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Think Holistic. Continuons notre tour d'horizon des 8 circuits de conscience du modèle des 8 circuits de conscience de Timothy Leary. Et avant toute chose, comme je l'ai fait dans les précédentes vidéos, prenez votre temps, voilà, j'insiste là-dessus, prenez votre temps pour écouter certains passages et les réécouter. Il n'y a pas non plus d'ordre prédéfini comment dire, d'écoute des différentes vidéos de cette série. Donc voilà, prenez les libertés que vous souhaitez par rapport à tout ça et pas de contraintes, justement. Voilà, pas de contraintes et pas d'obligations. Alors justement, en parlant de contraintes et d'obligations, eh bien, c'est la transition parfaite par rapport à ce circuit. Et donc là, on parle du circuit 4, c'est-à-dire Timothy Leary l'appelait le circuit socio-sexuel. Moi, je préfère l'appeler circuit social, tout simplement, ou socio-culturel. Donc, à travers le quatrième circuit, on va justement parler de notion du groupe et de la société. Alors, c'est un circuit tout particulièrement important parce que il a été, au début de ma réflexion sur la démarche holistique en naturopathie, où, eh bien, justement, on se rend compte que parmi les dimensions de l'individu qui peuvent parfois empêcher d'avoir on va dire, un équilibre global, la dimension sociale est très importante. Je veux dire par là que vous pouvez faire en sorte d'avoir une hygiène de vie impeccable, de faire beaucoup d'activités physiques, d'avoir une activité cérébrale stimulante, d'être intéressé sur des sujets divers, mais si des éléments plutôt dans la dimension sociale sont trop imposants dans votre vie, eh bien malheureusement, ça peut faire basculer tout le reste. Et je vais prendre un exemple simple, un exemple typique qu'a déjà vécu des personnes qui donnent des conseils dans ce domaine. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui est excessivement surmené dans son travail, on peut lui conseiller de faire de la relaxation, proposer de faire des massages, lui proposer de prendre des plantes adaptogènes, ou que sais-je. Mais on se rend compte que souvent, eh bien, c'est au niveau de son approche, enfin, c'est au niveau du travail qui est le problème. Alors, ça ne peut pas forcément vouloir dire que tous les conseils donnés ne peuvent pas être utiles, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Si les conditions ne sont pas changées dans ce domaine-là, eh bien, ça peut en fait contrebalancer tout le reste. En fait, c'est exactement comme si on essaie de nager à contre-courant. On peut effectivement donner une bouée à quelqu'un, ça va l'aider pendant quelques temps, mais peut-être qu'en fait, au bout d'un moment, il va falloir essayer de tout simplement la faire sortir de ce courant qui est trop fort pour elle. Voilà, c'était une petite parenthèse pour vous expliquer un exemple qui, je pense, vous parle d'un point de vue personnel, parce que justement, effectivement, on est tous confrontés à une forme de pression par rapport à cette dimension-là. Alors du coup, pour reprendre un petit peu de façon globale ce quatrième circuit, pourquoi en fait il fait partie de ce modèle et c'est une dimension en tant que telle en fait dans la structure de l'individu. Alors, au niveau du développement de l'individu, pour refaire encore un parallèle, au niveau du premier circuit, on est vraiment dans le stade du nourrisson. Du deuxième circuit, on est dans le stade du jeune enfant qui commence à marcher, à courir et à explorer le monde. Dans la troisième dimension, on est au niveau d'acquisition du langage et de la structuration de la pensée, de la symbolique et de l'apprentissage. Et dans le quatrième, on est sur la notion de société, de groupe et d'organisation sociale, voire également de culture au sens large. Et donc les notions d'éthique, de morale, effectivement, sont en lien avec ce quatrième circuit. Et ce circuit fait partie de notre constitution parce que nous sommes
des individus, nous sommes des animaux grégaires, nous sommes on vit en groupe, on vit en tribu, et même si parfois on a besoin d'être seul, d'avoir des moments de solitude, on a également besoin des autres. Et c'est le message de fond de ce quatrième circuit. Ce qui peut être problématique, c'est quand la dimension sociale, avec les règles et la morale qui est exprimée à travers elle, eh bien, étouffe l'individu. Et plutôt que de prendre en considération sa singularité, sa particularité, en fait, essaie d'uniformiser les choses. Et c'est là où justement on rentre dans le cadre de ce quatrième circuit qui rentrerait un petit peu en sur-régime, c'est-à-dire que quelque part, il se met comme étant au-dessus des autres. Alors qu'en fait, il n'est qu'un composant parmi les autres. Il a son rôle à jouer, mais il n'est pas tout seul en fait. Et c'est toute la difficulté par rapport à ce quatrième circuit, c'est qu'en fait, pour arriver à relativiser son importance, eh bien, il faut passer par l'activation des circuits dits supérieurs, on peut appeler aussi invisibles, où on pourrait dire les choses autrement. Il faut reconnaître qu'en fait, il y a une autre réalité derrière notre tissu social et notre réalité sociale. Et nos pensées et vérités socialement admises, ce que j'appelle des truismes culturels, eh bien, elles sont tout aussi relatives, elles sont peut-être vraies dans notre contexte, mais notre contexte social et culturel, eh bien, n'est pas le monde en lui-même. Il y a d'autres mondes qui existent, d'autres sociétés, et une autre vérité, en fait, au-delà de ce qu'on peut constater à travers le groupe. Et c'est justement toute la difficulté. Et quand des gens comme Timothy Leary ont essayé de parler de certains sujets, ils se sont rendus compte à quel point les barrières du groupe étaient si fortes. Et c'est toujours le cas aujourd'hui dans n'importe quel domaine, et notamment également aussi dans le domaine scientifique. Pour autant, effectivement, on a besoin de règles, on a besoin d'une éthique, on a besoin d'une morale, on a besoin de s'organiser en groupe. Même les sociétés les plus, alors j'aime pas trop le terme primitif, mais les sociétés les plus simples dans leur structure, eh bien, les tribus, elles ont ce fonctionnement tribal, mais il y a des règles, il y a des principes à suivre. L'individu est libre de s'exprimer et sa singularité est prise en considération, peut-être plus que dans notre société dite complexe et avancée d'aujourd'hui, hypothèse. Mais il y a quand même des règles, il y a quand même une structure, il y a quand même le besoin de cadrer les choses. Et c'est là où justement le circuit 4 a toute sa force, toute sa puissance, dans le sens où si des règles sont faites, elles sont proposées avec harmonie et intelligence, eh bien, plutôt que de contraindre l'individu, elles vont aider l'individu à se développer et à s'émanciper. Sans vouloir donner un exemple, je veux dire, et le mettre sur un piédestal, et il n'est pas parfait, aucun exemple n'est parfait. Mais certaines sociétés dites bouddhistes, donc qui appliquent des règles de vie propres à la philosophie, ou on peut l'appeler religion, mais donc à la tradition bouddhiste, notamment ce qu'on appelle le bouddhisme des anciens, le bouddhisme Theravada ou Hinayana, eh bien en fait, on se rend compte que quelque part, effectivement, à la fois la société a des règles précises, elle est structurée, elle est rigide par certains côtés, à la fois elle permet aussi une liberté individuelle et une émancipation qui est bénéfique pour le bien-être de ces individus en fait. Et ce serait intéressant de voir les études globales sur la qualité de vie dans certains pays à travers le monde et leur façon en fait de gérer cette liberté individuelle, c'est-à-dire le besoin d'être dans ce que j'ai appelé, c'est-à-dire le processus d'individuation. C'est-à-dire dans un premier temps de reconnaître que nous sommes tous sur le fond à la fois semblables par de nombreux aspects,
mais à la fois aussi, nous sommes tous différents. Nous sommes des êtres uniques, des individus. Il y a quelque chose qui n'est pas divisible sur le fond, presque. Et c'est justement là que ce quatrième circuit, lorsqu'il fonctionne en harmonie, lorsque la notion de groupe est comprise comme étant une force positive qui va nous aider à propulser des choses, ou en tout cas à améliorer et à créer des contextes de vie qui sont agréables en fait, dans lesquels on se sent reconnu en tant qu'individu ou que personne, eh bien c'est justement comme ça que ce quatrième circuit devient un socle fondamental sur eh bien, le développement personnel, l'éveil, ou en tout cas le- le- la bonne continuité et la bonne évolution de la société. Et donc c'est vraiment un message de fond dans le sens où, effectivement, on a besoin des autres. On a besoin des autres, bien entendu, pour transmettre nos idées, mais et pour échanger, et en fait tout simplement pour vivre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à prendre en considération et à rappeler en fait. Il faut composer avec le groupe et effectivement aussi essayer de s'adapter le plus possible. Et de prendre en considération aussi en fait, pour faire un parallèle avec la psychologie des profondeurs et Carl Gustav Jung, où à travers ce quatrième circuit, on touche profondément à la notion de ce que Jung appelait la persona, c'est-à-dire le fait que chaque individu porte un masque social qui n'est pas lui-même et qui va le représenter en tant que personne, en fait, dans le groupe. Et cette persona peut passer notamment par, parfois, des habits spécifiques. Hein, voilà, les blouses blanches, costume cravate pour les fonctions importantes de représentation dans une entreprise ou dans des fonctions politiques. Voilà, il y a des codes qui nous permettent d'identifier des rôles et des fonctions, et c'est un rapprochement qu'on peut faire de la persona. D'un point de vue psychologie des profondeurs, donc la persona, c'est une construction psychique en lien avec la fonction que la personne va incarner, exactement comme si on mettait un masque. Et on peut même en avoir plusieurs, en fait. Et la problématique peut se poser si justement l'individu, ou plutôt le moi, le sujet de la conscience, s'identifie trop fortement à sa persona, c'est-à-dire à sa représentation, et par extension à sa fonction sociale. Cela peut entraîner en fait un phénomène d'inflation du moi, et pour moi le moi devient un petit peu gonflé, un peu infatué, et se développe ce qu'on appelle un ego avec tous les mécanismes de défense que l'on connaît. Donc passer par ce processus de reconnaissance de ce qu'on appelle la persona et donc de désidentification, du coup c'est une première étape dans la transformation bénéfique de la dimension sociale, donc des énergies propres à ce quatrième circuit. Bien entendu aussi, il faut comprendre que ce processus d'individuation ne peut se passer que si on a l'envie et l'intention en fait de le faire. Et il y a aussi la problématique en lien avec donc les pensées, les idées sociales, donc les vérités sociales qui n'est pas de bon ton en fait de remettre en bonne société, n'est-ce pas? Et tout ce qui va en découler, c'est-à-dire la création de pensées limitantes. Et là, on a un certain nombre de facteurs qui, en fait, vont, sans que l'individu s'en rende compte, paralyser son fonctionnement et son développement. Et c'est là où on peut vraiment avoir un phénomène de fracture qui se met en place et qu'il est très compliqué, en fait, de résoudre. C'est tout à fait la même notion que de vouloir défaire une croyance. Une croyance, c'est extrêmement difficile, en fait, de la défaire. On ne peut pas lutter contre. C'est presque comme si en luttant contre, on va la renforcer, en fait. Et là, c'est toute la différence entre, effectivement, il y a certaines personnes, pour des raisons qu'on n'explique pas vraiment encore, mais sur lesquelles on peut faire des suppositions, qui vont plus s'extirper, entre guillemets, de ce socle social
pour aller, on va dire, naviguer un peu plus dans les dimensions supérieures. Et souvent, ça passe par des périodes de crise, des périodes douloureuses à vivre, malheureusement, avec toute une partie de remise en question qui, du coup, vont entraîner l'individu vers d'autres dimensions et une transformation de la perception de sa réalité. Et c'est là où, justement, pour moi, le modèle des 8 circuits de conscience est si intéressant, c'est qu'il prend en considération ça. C'est qu'en fait, effectivement, la réalité telle que nous l'entendons est une construction à partir d'éléments dont nous disposons de façon consciente et inconsciente. Et dans cette construction-là, la partie sociale joue un rôle fondamental. Et donc en fait, c'est comme si effectivement nous créons notre propre univers à partir des fondations sociales et culturelles dans lesquelles nous sommes. Et c'est tout à fait le même discours, enfin la même réflexion pardon, qu'il y a entre la génétique et l'épigénétisme. C'est-à-dire que on se rend compte qu'effectivement l'environnement de vie a vraisemblablement peut-être plus d'importance que des prédispositions. Et donc, c'est vous dire effectivement l'importance du groupe. C'est vous dire effectivement aussi la force du groupe et tout ce que ça touche en nous. C'est-à-dire que on va avoir un besoin de se rassurer, on va avoir un besoin de s'identifier, on va avoir un besoin de se conformer. Vous voyez, tout ça, toutes ces choses-là, on l'expérimente notamment à l'adolescence. Et c'est tout à fait, ce quatrième circuit est tout à fait activé à cette période-là. Au passage de l'enfance à l'âge adulte, il y a effectivement toutes ces notions-là qui remontent à la surface, et également aussi la découverte de la sexualité. Simplement, dans le quatrième circuit, cette découverte est, entre guillemets, assez corrélée sur la fonction de reproduction, c'est-à-dire quelque chose d'assez biologique, quelque chose dans le lien avec la société. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans la notion de plaisir, on n'est pas sur une approche vraiment plus spirituelle de la chose. Et c'est toute la difficulté par rapport à ce quatrième circuit. Mais ce qui est vraiment étonnant aussi, c'est lorsque j'ai fait mon mémoire d'études sur le rapprochement entre le modèle des 8 circuits et la naturopathie, j'ai notamment travaillé sur ce qu'on appelle les types en naturopathie. Et ce qui caractérise notamment le type en question, du moins qui est fortement relié à ce quatrième circuit, c'est qu'en fait, ce type-là, pour lui, le groupe est fondamental. Alors en naturopathie, on l'appelle le sanguin. Bon, pour des raisons pour lesquelles que je développerai plus tard quand je parlerai plus précisément de la naturopathie. Bon, et en tout cas, ce type dit sanguin, il est, comment dire, son moteur principal, c'est le groupe en fait. Et donc du coup, à travers ce moteur-là, il va être forcément dans une forme de conformité, il va être forcément dans une forme de recherche d'identité à travers le groupe. Parce qu'il ne fait pas encore la différence entre ce qu'il est et le groupe, en fait. Il a besoin des autres. C'est quelqu'un qui est très agréable, justement, mais très sociable. Mais, en fait, il peut, peut-être, sans s'en rendre compte, devenir plus ce qu'on appelle ce qu'Alain Gros-Blond a appelé un reflet, et pas encore un foyer. C'est-à-dire un individu qui laisse exprimer son individualité, sa créativité, son originalité propre. Mais ce stade de reflet, on l'a un petit peu tous en nous, en fait, d'une manière ou d'une autre. On a besoin de le vivre et de l'expérimenter. C'est pas quelque chose de négatif en soi, encore une fois. Mais il n'est pas la finalité en soi. C'est ça le fond du problème, entre guillemets. Pourquoi beaucoup de gens, on a vraiment l'impression qu'ils restent dans ces 4 circuits qu'on va appeler le circuit du bas, et pourquoi certains vont faire le cap de passer et d'ouvrir les circuits du haut, c'est une question qui reste ouverte. On peut faire beaucoup de suppositions, et en tout cas, on constate qu'effectivement, il y a une force psychologique très forte par rapport au groupe qui cristallise beaucoup de choses en fait chez la personne,
qui va empêcher parfois de pouvoir établir un dialogue, et qui va créer parfois une distance, en fait, malheureusement. Et c'est là où, justement, pour moi, ce quatrième circuit, il est très difficile, en fait. Très difficile dans notre époque actuelle. Parce que, vous l'avez compris, en fait, notre société actuellement, pour moi, elle est justement dans une démarche où elle est trop en sur-régime par rapport à ce quatrième circuit. Pour différentes raisons, notamment la raison étant, enfin, parmi ces raisons, il y a notamment justement les religions. Et je sais que c'est un sujet difficile à aborder, mais je fais une différence entre la religion et la spiritualité. Parce que pour moi, la religion, quand j'entends religion, j'entends institution, j'entends les différents clergés, vraiment la notion de groupe, entre guillemets. Et la spiritualité, c'est d'abord et avant tout une expérience intérieure, en fait. Une expérience intérieure qui ne nécessite pas forcément, d'ailleurs, en soi d'institution. Je veux dire, derrière chaque religion, il y a une philosophie, il y a des principes universels qui existent, qui sont hyper intéressants. Il y a une spiritualité qui est forte. Mais c'est comme si cette spiritualité, cette dimension philosophique, elle était liée, eh bien, au troisième et au septième circuit, par exemple. Mais à travers les institutions, on va dire, religieuses, elle se cristallise, elle est comme happée ou noyée dans la dimension du quatrième circuit. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement difficile de parler de spiritualité et de parler de certains sujets sans déclencher des mécanismes de défense propres à ce quatrième circuit qui devient à un moment donné comme une espèce d'immense égrégore qui entraîne une inertie et qui attire justement à soi des gens qui rentrent dans sa sphère. Et j'ai parlé de religion, mais c'est exactement le même mécanisme avec les sectes. C'est tout à fait ça. L'individu, justement, enfin, accepte de perdre son individualité pour devenir un reflet et un membre de la secte, dans lequel il va devenir presque un esclave, ou en tout cas un subordonné, en fait, de là où les personnes qui dirigent et qui lui disent comment penser et quoi faire. Voilà. Et il y a vraiment ce cap-là à passer par rapport à ce quatrième circuit, en prenant en considération que le monde que nous voyons autour de nous à travers cette réalité sociale, ce n'est pas le monde en général. Et on a l'impression qu'en fait, les membres de ce groupe veulent au contraire nous rappeler à quel point, mais si, parce que c'est ce qu'on dit justement, vous voyez, c'est exactement comme ce que disait Coluche, c'est-à-dire c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont forcément raison. Mais c'est vrai, ils restent nombreux, et que ce nombre peut être une force paralysante, et que malheureusement beaucoup de gens dans plein de domaines, par la force du groupe, ont été étouffés, entre guillemets, médiatiquement, ou par différents moyens, et quelque part, on a un peu perdu de ce qu'ils pouvaient nous apporter. Alors perdu, matériellement parlant, oui, socialement parlant, peut-être, mais en fait, quelque part, en ayant parcouru ces 4 circuits supérieurs, en fait, rien n'est jamais complètement perdu. Parce que ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on pense et ce qu'on construit, vit aussi dans la réalité invisible, vit aussi dans cet univers, et les idées ne nous appartiennent pas. On les capte, on les transforme, on les transmet quand on le peut, mais ces idées ne nous appartiennent pas. Donc en fait, ce qu'on fait, ce qu'on est et ce qu'on crée résonne dans le monde invisible et et peut être, on va dire, une source d'inspiration par d'autres personnes, dans d'autres lieux, d'autres temps, que sais-je. Donc, c'est là où justement, pour moi, il y a un message fondateur presque par rapport à cette dimension du quatrième circuit, qui est qu'effectivement, on subit beaucoup de choses. Bien entendu, c'est pas toujours simple. Bien entendu, il va y avoir
des émotions qu'on va traverser. L'idée, c'est que on ne peut pas empêcher que des choses nous atteignent, bien au contraire. Mais ce qu'on peut arriver à prendre en considération, encore une fois par l'expérience, c'est que la réalité est tout autre en fait. Elle est bien plus grande. Et le fait de réactiver donc ces circuits supérieurs, ça va nous aider à relativiser l'importance des circuits inférieurs. Et donc là, vu qu'on parle du quatrième circuit, cela va nous aider à relativiser l'importance de la pression sociale quand elle peut être là. C'est-à-dire, par pression sociale, une énergie trop importante, un quatrième circuit en sur-régime qui va complètement étouffer l'individu, l'empêcher de vivre et de s'exprimer ou complètement le rejeter. Plutôt que de l'accepter et accepter sa différence comme une richesse, quelque part on va le voir comme un individu bizarre ou vous avez compris. De l'autre côté, quand on est on va dire, dans un refus du groupe, un rejet du groupe, ça pose aussi problème. Et c'est ça justement le plus difficile, ce qui m'a été aussi très difficile pour moi, c'est-à-dire d'arriver à garder ce pont, à garder ce lien entre ce que je vivais à travers mon expérience du chamanisme, de l'énergétique, de la méditation, voilà, et la vie quotidienne, la vie de tous les jours dans notre société, dans laquelle tout ça n'est... Alors, maintenant, on peut plus facilement en parler, mais ça reste quand même difficile, on est bien d'accord. Et ce que je constate aussi encore tout le temps, c'est les idées préconçues par rapport à tout ça. C'est incroyable, ces idées préconçues et ce rejet direct en fait. C'est vraiment comme si, pour moi, c'est pas tellement la personne qui parle, c'est l'énergie du groupe en fait, la psyché du groupe. Vous voyez? Ce que certains, enfin ce qu'on pourrait dire, vous savez, le système, voilà, bon, c'est des termes généraux, mais on a l'impression que c'est ça, c'est pas tellement la personne qui parle, c'est les idées du groupe à travers elle en fait. Et ça, c'est justement la dynamique du foyer. Alors c'est bien entendu, être influençable un petit peu. Il faut effectivement se conformer à des choses du groupe, mais il faut être aussi capable de les remettre en question, d'avoir du courage de prendre de la hauteur et parfois de bousculer un petit peu les choses. De façon intelligente et toujours avec respect, bien entendu, mais il est certain qu'il va falloir qu'il y ait un saut qualitatif dans notre prise de conscience collective. Mais comment ce saut va se manifester? Qu'est-ce qui va se passer? Personne ne sait. Et ce quelque chose doit être un mouvement spontané, en fait. Parce que sinon, s'il est forcé, ça va poser problème. Tout ça pour dire qu'en fait, la solution à la problématique, ou plutôt aux problématiques en lien avec le quatrième circuit, ne sont pas dans le quatrième circuit elles-mêmes. Elles sont par l'influence des autres circuits. Et c'est justement pour ça que je trouve le modèle des 8 circuits de conscience si intéressant, parce qu'à la fois il modélise l'importance d'être dans le groupe, l'importance de prendre en considération qu'on a une persona et qu'on a besoin d'avoir une persona, mais aussi l'importance d'utiliser les autres dimensions pour influencer, bien entendu, de façon la plus positive possible, l'énergie, plutôt la sphère de ce quatrième circuit. Alors je conclurai juste pour dire que pourquoi socio-culturel? Parce que bien, je trouve que c'est, bien entendu, il y a à la fois toute la dimension sociale et la dimension culturelle qui est en lien avec les connaissances, l'identité propre de chaque culture, voilà, sa diversité aussi, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est notre diversité en tant que culture. Et chercher à uniformiser tout ça, je me demande s'il n'y a pas quand même, encore une fois, une notion de sur-régime de ce quatrième circuit qui, en fait, dans sa notion de recherche de pouvoir, va chercher à dominer les individus, donc les gens. Et en fait, indirectement, il y a une notion de garder le contrôle. Comme si, en fait, en gardant le contrôle, on s'assure que tout va bien se passer. Comme si, quelque part, en fait,
ce contrôle était nécessaire. Et la question que je pose, c'est est-il vraiment nécessaire? N'y a-t-il pas un instinct de groupe qui va se mettre spontanément en fait en place? Souvent, on prend comme modèle notre société occidentale, mais ce serait intéressant de justement de s'intéresser aux autres cultures, aux autres peuples à travers le monde. Comment ils ont résolu certaines questions? Et ça, c'est aussi un problème, si quelque part on peut avoir une espèce de renfermement culturel plutôt que d'avoir une ouverture et de trouver des exemples inspirants et intéressants ailleurs. Voilà. Et je terminerai là-dessus. Je vous remercie encore pour votre écoute. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est un sujet qui était assez délicat quand même à aborder, notamment en parlant de certaines notions, notamment en parlant tout particulièrement de la religion. J'espère que ça n'a pas trop heurté certaines personnes. Je m'en excuse en tout cas à l'avance si c'est le cas. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.